donc en effet j'ai démarré un projet depuis un peu plus d'1 an, mais les inclusions ont commencé depuis 1 an, enfin depuis janvier, sur l'autorégulation sous ECMO, l'autorégulation cérébrale sous ECMO. Alors pourquoi s'intéresser à ce sujet? Très très rapidement, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Comme vous le savez, le pronostic neurologique est quand même grévé sous ECMO en raison d'une incidence d'accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques assez important. Rapidement, une petite diapo d'épidémio. Ça, c'est les données ELSO. 100 centres d'ECMO aux USA, 20 ans d'inclusion, 31 000 patients moins de 18 ans, toutes indications confondues. Et donc l'incidence cumulée des AVC ischémiques et hémorragiques était d'environ 13%. Et quand on regarde quelles sont les populations les plus à risque, dans cette cohorte-là, quelle que soit l'indication respiratoire et hémodynamique, c'est toujours la population néonatale qui ressort avec l'incidence d'accidents vasculaires la plus importante. Alors, pourquoi s'intéresser à l'autorégulation sous ECMO? Juste un schéma pour rappeler ce qu'est l'autorégulation cérébrale pour ceux qui ne connaissent pas bien. L'autorégulation cérébrale, c'est lorsqu'on est dans des conditions de pression artérielle, on va dire physiologiques, c'est-à-dire quand on est dans un plateau d'autorégulation, quand on a des variations de pression artérielle ou des variations de pression de perfusion cérébrale, pour ceux qui ont l'habitude de faire du trauma crânien, eh bien notre débit sanguin cérébral reste constant. Et lorsqu'on sort de ce plateau, soit vers la droite, soit vers la gauche, les variations de pression artérielle induisent des variations de débit sanguin cérébral, ce qui n'est pas normal, ce qui expose à des risques de saignement si c'est en cas d'hypertension ou d'ischémie si c'est des hypotensions. Alors pourquoi on s'y intéresse aux ECMO? Parce qu'il y a des modèles animaux qui montrent que l'ECMO en elle-même en fait, perturbe l'autorégulation cérébrale. C'est une étude qui est assez ancienne, vous voyez, 1993. Ils ont pris, ça va plaire à Stéphane, donc, des agneaux, 14 agneaux, donc 7 contrôles et 7 agneaux sains, hein, sans aucune pathologie, juste mis sous ECMO veino-artérielle. Et donc ils ont regardé les variations de débit sanguin cérébral en fonction des variations de pression de perfusion cérébrale en l'abaissant en fait petit à petit, donc en se déplaçant vers la gauche de la courbe. Les contrôles, on voit que quand on se déplace vers la gauche de la courbe, il y a assez peu de variations en termes de débit sanguin cérébral. En revanche, vous voyez les patients, enfin plutôt les agneaux sous ECMO, eux, quand on baisse leur pression de perfusion cérébrale, le débit sanguin cérébral baisse également en même temps de façon linéaire. Voilà, donc ça signe une perte d'autorégulation. Quels sont les mécanismes suspectés? C'est une altération de la réponse myogénique aux variations de pression, probablement en raison d'une partie de la perte de pulsatilité de la circulation. Et quand on va un petit peu plus loin dans le mécanisme physiopathologique, c'est probablement par des perturbations sur la voie du NO. Il n'y a à ce jour quasiment aucune étude clinique qui s'est intéressée à ça, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. La difficulté, c'est que c'est difficile de monitorer le débit sanguin cérébral en continu, c'est même quasiment impossible. Donc il faut utiliser des substituts. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails et de vous montrer comment ça a été validé, mais il se trouve que la RSO2, donc mesurée par le NIRS, est un substitut qui est valide. Et donc on peut faire des index, on peut calculer un index de corrélation entre les micro-variations de pression artérielle et les micro-variations de RSO2, qui donc représentent les variations de débit sanguin cérébral. Et donc, si l'index tend vers 1, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation importante entre les deux, à chaque fois que la pression artérielle se modifie, le débit sanguin cérébral se modifie, et donc c'est pathologique, c'est ce qui signe la perte d'autorégulation. D'accord ? En pratique, comment est-ce que nous, on peut le monitorer? On a un logiciel depuis maintenant un peu plus d'1 an dans le service, qui a été commercialisé par l'unité de Cambridge, qui s'appelle ICM+, et donc l'index de corrélation qu'on utilise s'appelle le COX. Voilà. Le cut-off qui est discutable, hein, mais qui est admis dans la littérature, c'est 0,3. Quand on est au-delà de 0,3, on considère qu'on est en perte d'autorégulation. Je vous le fais très très rapide parce que je n'ai pas le temps d'en dire plus. Mais voilà, c'est juste pour que vous admettiez ça. Alors comment ça se passe? Ça, c'est un vrai patient hein, qu'on a monitoré. 12 heures, vous voyez les variations de Cox dans le temps. Vous voyez qu'il y a des grosses variations dans le temps sur 12 heures. Si on trace la courbe, enfin je veux dire la droite avec un COX à 0,3, quand le patient est au-dessus de ce COX de 0,3, on considère qu'il est en zone critique. D'accord ? Et donc ça nous permet de calculer un certain nombre de variables. On peut calculer le pourcentage du temps passé dans cette zone critique. On peut calculer des aires sous la courbe. L'air sous la courbe, par exemple, le COX supérieur à 0,3, ou même l'air sous la courbe globale du COX,
plus elle est élevée, plus le patient, a priori, a un COX élevé et donc est en zone critique. L'autre façon de représenter les choses, c'est de regarder les variations de COX, donc de l'index, en fonction des niveaux de pression artérielle. Donc le logiciel, il est capable de regrouper, de faire des calculs de médiane et essentiellement des calculs de médiane, de niveau de COX en fonction du niveau de pression artérielle. Donc vous voyez en abscisse les niveaux de pression artérielle, classés de 5 en 5, et pour chaque niveau de pression artérielle, vous avez le COX médian, d'accord ? Et donc ça vous permet d'obtenir ces courbes en U avec une pression artérielle où le COX est le plus bas, donc a priori l'autorégulation est la meilleure, d'accord ? Et donc ça nous permet en effet de déterminer graphiquement, enfin en tout cas informatiquement, la pression artérielle, ce qu'on appelle la pression artérielle optimale en termes d'autorégulation, mais aussi la limite inférieure, c'est-à-dire la limite en dessous de laquelle le COX devient supérieur à 0,3, ou la limite supérieure, c'est-à-dire que le COX passe au-dessus de 0,3 quand on passe au-dessus de cette pression artérielle. Et c'est ni plus ni moins que, ça dessine ni plus ni moins que le plateau d'autorégulation cérébrale qu'on a montré tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça qu'on s'intéresse à l'autorégulation sous ECMO. Et donc on a démarré une étude préliminaire descriptive en janvier suite à l'approbation du comité d'éthique local. Et donc on a inclus tous nos patients sous ECMO âgés de moins de 18 ans, quelle que soit l'indication. Et donc les méthodes étaient simples, on utilise le monitorage de routine, PAM, NIRS, et puis on plug tout ça sur un ordinateur et il nous calcule les index d'autorégulation. Arbitrairement, on a divisé les périodes, le temps plutôt en période de 12 heures, ce qui permet d'avoir suffisamment de données pour faire des statistiques et d'avoir des résultats intéressants. Et ça reste 12 heures cliniquement relevant, on va dire, parce que c'est une période pour un réanimateur qui cliniquement est raisonnable. Donc ça, c'est les 13 patients qu'on a inclus. Alors, on n'a pas inclus toutes nos ECMO parce qu'on avait un certain nombre de ratés, d'oublis, etc. Mais maintenant, ça tourne bien. C'est 13 patients qu'on a déjà monitorés. Sur la partie supérieure du tableau, ce sont les indications hémodynamiques. Il y en a 10, 7 patients post-op de chirurgie cardiaque, 3 pour indication hémodynamique autre que du post-cardiotomie. Dedans, il y a un choc septique, une infection néonatale à candida, et 3 indications respiratoires, une hernie diaphragmatique, un drépanocytaire et un ARDS d'origine virale. Sur nos 13 patients, uniquement 2 ECMO VV, et vous voyez la répartition des âges, où on a fait des âges assez variés, y compris des tout petits nouveau-nés. On a à peu près 50% de survie dans cette série-là. Et donc voilà vraiment les premiers résultats. Alors je n'ai mis que les résultats qui peuvent vous parler. Je ne vous ai pas trop mis les airs sous la courbe, tout ça, parce que ça va pas les chiffres ne vont pas vous parler. Mais le premier résultat, c'est de voir que quand on regarde le côté gauche ou le côté droit, le patient passe quand même beaucoup de temps en zone critique, c'est-à-dire avec un COX supérieur à 0,3, on a à peu près un quart du temps en zone critique. Donc c'est quand même assez important. On a pu, quand on prend des périodes de 12 heures, on a pu déterminer une pression artérielle optimale graphiquement, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans 70 à 80% des cas. Et les patients passent beaucoup de temps sous cette pression artérielle optimale, 68 à 70%. L'air sous la courbe, j'en parle pas parce que c'est pas parlant pour vous. On a pu, dans un certain nombre de cas, déterminer une limite inférieure d'autorégulation, donc la limite inférieure du plateau d'autorégulation. On la détermine à peu près 20% des cas, ce qui ne veut pas dire que le système ne fonctionne pas, mais ça veut dire que les patients ne sont pas forcément souvent dans cette zone-là de la courbe. Et donc, on a pu calculer le pourcentage de temps passé en dessous de cette valeur-là, là pour le coup en zone très critique. Donc on est 10% d'un côté, 6% de l'autre. Et pareil, on a pu déterminer dans un certain nombre de cas une pression artérielle supérieure pour laquelle, donc c'est la limite supérieure du plateau d'autorégulation, dans 40% des cas pour le côté gauche et 14% des cas pour le côté droit. Et les patients passent entre 12 et 18% du temps au-dessus de cette ULA, de cette limite supérieure, qui est donc, après ils passent en zone à risque, quoi. Je passerai rapidement, évidemment, on va s'intéresser au devenir neurologique de ces patients. Sur les 13 patients, il y en a eu 3 qui ont eu des réelles complications neurologiques, un qui est passé en mort cérébrale,
Un AVC hémorragique frontal intéressant parce que c'est lui qui avait finalement les paramètres d'autorégulation les plus perturbés, que ce soit en termes de temps passé en zone critique ou en termes d'air sous la courbe du COX. Et on a également un patient qui a fait un AVC cérébelleux et 3 patients qui ont fait des microbleeds retrouvés à l'IRM, ce qui est relativement fréquent sous ECMO. Ça, c'est pour l'étude préliminaire. Et donc le projet multicentrique qui va être l'objectif de 2019, qu'on va démarrer en collaboration avec l'Université de Cambridge qui commercialise le logiciel, et puis avec l'aide de Pierre-Louis. On va probablement s'intéresser à la population néonatale parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la population qui est la plus à risque, c'est celle qui a probablement le meilleur suivi, et puis le fait de s'intéresser à une population uniforme, c'est quand même intéressant en termes de résultats neurologiques. On prendra les ECMO veineuses et véno-artérielles, et puis on fera ensuite des sous-groupes. Voilà. Et l'objectif donc de cette étude, ce sera d'étudier la corrélation entre la gravité des anomalies constatées et le pronostic neurologique des patients. Voilà. Il faut qu'on précise un petit peu le critère de jugement principal. Et les effectifs vont dépendre des résultats de l'étude préliminaire qui va se terminer, on va dire, en début d'année 2019. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Ouais. Compliqué en 5 minutes. Voilà, donc je ferai des appels pour l'étude multicentrique. Je ferai appel à vous dans le courant de l'année 2019 en fonction des besoins. C'est envisageable que au tout départ le projet, c'est vrai qu'on l'avait fait en mettant le nom du club ECMO, en imaginant comme ça les licences de logiciels pour plusieurs centres dans ce projet-là. Ouais. Malheureusement, ils nous ont refusé ça. Alors je sais pas. Ouais, la collaboration à Cambridge, voilà, elle va avoir lieu. Je ne sais pas exactement sous quelle forme. Nous, on a le logiciel à Nantes grâce à Covidien, merci beaucoup. Pour les autres centres, je ne sais pas encore exactement si on aura à financer le logiciel qui vaut à peu près 10 000 euros. Vous attendez de recruter combien de cas? Ça va dépendre, il faut qu'on finalise l'étude préliminaire et puis qu'on exploite ces datas-là, qu'on détermine, notre population, je pense que ce sera la population néonatale, 2, nos critères de jugement. Voilà. Et une fois qu'on aura un petit peu l'incidence des perturbations d'autorégulation et éventuellement une première idée de l'incidence dans nos centres, enfin dans notre centre en tout cas, des complications neurologiques, on pourra avoir une idée précise de ça. Donc, je ne peux pas répondre à cette question encore. Vous avez l'intention de déposer un PHXT national comme ça? Alors, en termes de financement, effectivement, la grande question que pose Pierre, elle est là, elle est sur le financement du logiciel. Moi, j'ai quand même bon espoir de négocier avec Cambridge, voilà, que ça ne coûte pas si cher que ça. Ce ne sera pas des coûts très très importants. Il n'y a pas que le logiciel, il y a aussi financer une ARC, etc. Tout à fait. Non, tout à fait. Donc la recherche de financement, ça va être c'est le travail à venir quoi, du début de l'année. Je pense qu'il faut d'abord qu'on publie cette première étude préliminaire pour avoir voilà, un peu de biscuit avec notre nom pour dire voilà, on a déjà démarré, maintenant on est en recherche de l'argent. Bien, bonjour à tous. Donc moi je suis Alexis Chenoir, donc je travaille à Nantes aussi. Je vais parler moi de la réponse immuno-inflammatoire et d'un projet que j'aimerais mettre en place, donc via le club ECMO éventuellement. Donc c'est un de mes sujets un petit peu favoris, on va dire. Et donc je vais essayer de vous présenter ça rapidement, si j'arrive à faire défiler. Voilà. Les diapos. Donc en guise de présentation, simplement pour rappeler un petit peu, je vous la fais courte, bien sûr, sur les complications sous ECMO, avec le risque infectieux, notamment. Alors l'incidence varie énormément selon l'âge, selon le type d'ECMO, véno-veineux, véno-artériel, mais on est sur les publications autour de 15% de patients qui vont développer une infection nosocomiale au décours d'une assistance. Avec des séries qui peuvent décrire une apparition autour de J5 après l'implantation de l'ECMO.
Bien évidemment, ça peut compliquer le pronostic de ces malades en termes de durée d'hospitalisation, en termes même de mortalité. Et ce que l'on sait, c'est que le diagnostic est souvent peu évident, avec une absence de biomarqueurs, comme vous pouvez l'imaginer, notamment à cause de ça, entre guillemets, avec cette très belle revue qui se focalise uniquement sur la réaction pro-inflammatoire. Donc, je ne vais pas détailler, hein, mais sur l'impact de l'ECMO sur différentes voies, différents systèmes, que ce soit le système de la coagulation, de l'activation du complément, du système plaquettaire, et puis également sur des cellules immunitaires, des polynucléaires, avec la mise en marche de ce système humain et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires notamment. Alors, ce qui est important, et c'est un peu là-dessus que j'aimerais insister, c'est qu'on sait en pratique clinique véritablement l'importance de cette phase pro-inflammatoire avec les conséquences cliniques qui en découlent. J'aimerais revenir, insister surtout sur la phase anti-inflammatoire, puisque ce que l'on sait maintenant depuis plusieurs années, et notamment via le modèle du choc septique de l'adulte, c'est que cette phase que vous voyez ici sur ce graphique pro-inflammatoire, donc là, admettons un trigger, alors c'est habituellement le choc septique, hein, qui est le modèle classique, qui va induire une phase pro-inflammatoire, on parle de CIRS, qui peut être plus ou moins importante, et donc c'est là où, chez certains patients, une phase excessive va entraîner des complications au décours. Bon, on sait, hein, que justement, essayer d'être actif sur cette phase pro-inflammatoire n'a pas forcément de bénéfice sur l'outcome des patients, notamment parce qu'en parallèle, eh bien, on a une réponse anti-inflammatoire qui va se constituer. On en parlait un peu tout à l'heure sur le cytosorbe, je n'ai pas osé intervenir, mais c'est vrai qu'on a, dans l'élimination des cytokines pro-inflammatoires, on élimine aussi des cytokines anti-inflammatoires, et je pense qu'il faut être prudent sur ce qu'on fait. Mais en tout cas, cette phase anti-inflammatoire va aussi, dans le même temps, quand elle va être excessive, entraîner des complications, notamment des risques d'infection opportunistes dans un second temps. Et donc ça, vous voyez, le schéma habituel, c'était une phase pro-inflammatoire suivie d'une phase anti-inflammatoire. Ce qui est maintenant beaucoup plus admis, c'est que ces phases-là, ces mécanismes interviennent très tôt après un événement. Et donc c'est là qu'intervient l'ECMO. Donc la phase anti-inflammatoire, elle est définie, on va dire scientifiquement, enfin de façon au laboratoire, entre guillemets, avec différentes méthodes. Donc il y a notamment une cytokine qui est l'interleukine 10. Et puis, je vais insister un peu sur l'expression d'un biomarqueur qu'on appelle l'HLA-DR, qui est un marqueur qui est exprimé à la surface des monocytes, donc des cellules immunitaires, et qui, du coup, a été montré comme étant associé. Donc, cette expression, en fait, il faut savoir que le fait d'exprimer ce marqueur va démontrer la fonctionnalité intrinsèque de la cellule immunitaire, la capacité à se défendre ou à mettre en jeu un système adapté. Et donc, quand l'expression sur ce monocyte est diminuée, on sait que ça a été très bien montré par notamment les Lyonnais, hein, qu'on a une association entre cette diminution d'expression et le risque d'infection secondaire, voire même la mortalité. Et là encore, on est sur plutôt des patients de choc septique adultes, où il montrait bien que le choc septique induisait véritablement une phase anti-inflammatoire prolongée. Et donc ça, c'était un biomarqueur intéressant pour ce genre de population. Alors, nous, et ça a été, et c'est d'ailleurs en cours de validation, mais on a travaillé là-dessus sur la chirurgie cardiaque néonatale, et donc on a montré, donc ça c'est une étude pilote qui a été publiée l'année dernière, mais c'est en cours, là on est sur 35 malades à peu près pour le moment, où on monitore avant et après la CEC, donc notamment pour essayer d'être un peu prédictif sur le risque d'infection, et puis voir un petit peu ce qu'on peut en faire sur l'outcome. Mais en tout cas, tout ça, c'est quelque chose qu'on utilise sur la chirurgie cardiaque néonatale. Et je voudrais aussi, pour revenir à l'ECMO, parler du suivi à long terme, parce que, donc, je vous ai dit, le choc septique, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le topo. Mais là, il y a 2 papiers récents, donc ça, ce sont des Lyonnais, 2017 et 2016. Donc là, je crois que ce sont des
je crois que c'est Pays-Bas, il me semble, en tout cas, qui ont évalué, donc qui ont mis en évidence cette immunosuppression au décours d'un choc septique, notamment avec l'HLA-DR. Et puis eux, ils se sont intéressés à l'évaluation à long terme, et donc 6 mois pour les Lyonnais. Ils ont mis en évidence un défaut encore fonctionnel de l'immunité chez ces patients qui n'étaient pas complètement, en fait, qui n'avaient pas complètement récupéré. Et donc c'est là où je veux en venir un petit peu sur le projet que je vous présente, à savoir finalement le monitoring de cette fonction immunitaire chez les malades sous ECMO, puisque je fais un parallèle qui est peut-être un peu grossier, mais le trigger, on va admettre que c'est l'assistance. Et donc, déjà, mettre en évidence, parce que c'est des choses qui ne sont pas établies dans la littérature, les perturbations, les modifications que ça peut entraîner chez ces malades en termes de modifications immuno-inflammatoires, d'une part, avec le marqueur HLA-DR qui m'intéresse aussi, et notamment voir s'il y a un côté intéressant sur la prédiction de l'infection. Et puis, dans un second temps, profiter aussi du réseau pour essayer d'évaluer la qualité de la réponse immunitaire à plus long terme chez les patients survivants. Et donc, c'est un petit peu l'objet de ce travail. En tout cas, c'est une ébauche en tout cas de projet. Donc, le design serait une étude de cohorte multicentrique dans l'idéal pour des ECMO pédiatriques. J'envisageais de faire après, donc c'est un projet à discussion, hein, j'envisageais donc des ECMO de cause médicale parce que le post-cardiotomie, il y a quand même tout la CEC quand même qui intervient et je pense qui biaise énormément les choses. Donc initialement c'était des ECMO de cause médicale et puis bien évidemment en éliminant les ECMO sur les immunodéprimés ou autres. Et donc l'idée ça serait de faire le bilan immunitaire donc avec l'HLA-DR. Donc c'est un dosage qu'on fait à Nantes qui est bien établi et bien validé. D'autres dosages, je ne vais pas entrer dans les détails, cytokines ou autres phénotypages lymphocytaires. Et puis, donc avec en pratique un tube DTA pour chaque visite et un acheminement dans un centre, dans un labo d'immuno. Avec un design, bon voilà, comme j'ai un peu envisagé le truc, avec différents timings, que ce soit sous ECMO, à la fin de l'ECMO, et puis, c'est ça que j'aimerais aussi éventuellement envisager, à distance en fait de l'ECMO. Alors les difficultés attendues de ce projet-là, c'est le faible recrutement, d'où l'intérêt de faire participer les centres, en sachant que la technique est alors standardisable, ça se dit peut-être pas, mais en tout cas on a des méthodes pour justement valider les dosages dans les différents centres, donc qui limitent les biais de technique. L'autre difficulté, c'est que, bien évidemment, c'est compliqué d'avoir un bilan de contrôle avant l'assistance pour la plupart des cas quand même, parce que c'est des bilans qui doivent être faits en jours ouvrables. Donc on n'aura pas de contrôle avant la mise en ECMO, ce qui est un petit peu gênant. Mais je pense que ça peut éventuellement se contrôler par un petit effectif avant, après assistance, éventuellement. Et puis, ça nécessite de revoir, d'avoir un suivi à 6 mois avec un risque de perte de vue qui paraît assez important, d'où l'intérêt, la possibilité d'essayer de standardiser un petit peu le suivi. Je ne sais pas si vous, dans les centres, ce sont des patients que vous essayez de revoir à distance. En tout cas, voilà, ça serait un petit peu l'intérêt de ce projet. Donc, c'est en cours, évidemment. S'il y a des centres intéressés, c'est avec grand plaisir. Si vous avez aussi des questions sur le rationnel, je suis là pour en parler. Et puis, en espérant avoir du financement pour débuter ce projet. Voilà, merci.
j'avais la même question. J'ai la même question. Tu vas avoir des myocardites aussi là-dedans. Le poids de la maladie inflammatoire initiale va être important, quoi. Le pré-ECMO paraît capital. Là-dedans, il y aura des. Je pense que c'est impossible d'envisager un. Parce que la plupart des dosages sont des dosages. Un HADR, c'est sur du sang frais. Donc ça paraît complètement inenvisageable d'avoir un tube avant l'assistance. Après, ces appareillements de groupe, je ne sais pas. Bruno, ouais. Dans le même sens, en fait, ça serait pas intéressant d'avoir des témoins qui seraient des patients qui seraient non assistés, parce que là-dedans, on peut avoir peut-être plus de patients avec des fausses choqués ou infectés, ou il faudrait pas prendre, je sais pas, 10 témoins, je sais pas quel nombre, mais 10 draps, 10 chocs septiques non assistés, cardiogéniques qui seraient pas assistés, qui vont avoir probablement aussi des perturbations, parce que là, dans le choc septique, mais je sais pas si tu as regardé dans le choc cardiogénique, mais c'est pas impossible qu'il y ait aussi des perturbations de cet ordre-là. Complètement. Bah, c'est la difficulté du groupe contrôle qu'on avait eu d'ailleurs dans le reviewing de la chirurgie cardiaque néonatale. Hein. C'est-à-dire quel va être le profil chez les chirurgies non cardiaques. Quoi. Mais c'est des patients tellement graves qu'on n'a jamais de contrôle en fait. Le postulat, c'est-à-dire que mon malade est propre témoin. Après, ça reste aussi. Il y a beaucoup de limites là-dedans. Moi, j'insistais un peu sur, la puissance effective via le réseau, et puis le suivi quand même, parce que là, juste pour finir, après, pour les deux papiers que j'ai mis là sur le choc septique de l'adulte, c'est des choses que vous avez peut-être, donc j'avais pas du tout en tête, mais ça fait des beaux papiers, c'est très bien. Mais le papy de 70 ans qui a 6 mois a un défaut, peut-être une vitro, c'est lymphocyte, très bien. Mais le gamin de 2-3 ans qui va avoir à 6 mois un défaut, donc tout l'impact sur la vaccination, le suivi de ces malades, ça me paraissait encore très fort. Donc j'insistais aussi sur ce côté-là pour essayer d'avoir des sous sur le suivi à long terme. Mais c'est peut-être une erreur stratégique, hein, je ne sais pas. Voilà. À suivre. Et je vais faire très rapide sur la dernière, parce que en fait la dernière, on avait été extrêmement pressé par le temps. J'avais 2 minutes pour parler un petit peu de ce projet. Alors on utilise le lévosimendan, il y avait beaucoup été question ce matin. Bon, nous on est quand même on attend encore des preuves. Enfin voilà, on reste très curieux, hein, utilisateurs, mais curieux de l'impact réel finalement. Donc une étude très rapidement. Ça fait assez longtemps moi que je me posais des questions sur le lévosimendan. Alors j'avais essayé de faire une étude rétrospective de nos cas. On a réanalysé toutes les échographies, etc. Il n'a jamais été possible pour nous de mettre en évidence un quelconque effet clinique. Et puis, une bonne partie de ces patients, puis comme beaucoup de gens, je sais, pour avoir discuté, étaient sous ECMO, avec l'idée éventuellement que le lévosimendan diminuerait la durée de stunning, raccourcirait plutôt le délai et la durée d'ECMO, et donc diminuerait éventuellement le niveau de complications. C'est un petit peu le rêve à long terme, finalement, d'essayer de mener cette étude. Mais la première chose, devant l'évidence du peu d'effet, ça a été de se poser la question de quel est l'impact de l'ECMO sur la pharmacocinétique du médicament. Et puis en interrogeant le centre, en fait le CHU de Rouen, c'est le Centre national de pharmacologie des médicaments, des drogues cardiovasculaires. Donc en discutant, ils ont regardé les caractéristiques physico-chimiques de la drogue, etc. Voyant qu'il y avait de très fortes chances, très fort risque que le volume de distribution, la circuiterie, etc., impacte très fortement la pharmacocinétique du médicament. Donc l'idée après ça a été de construire un petit modèle pharmacocinétique à partir de la molécule mère et des métabolites qui sont actifs, vous savez. Ça nous a pris un petit peu de temps quand même d'avoir les premiers patients. On a fait ça un petit peu...
sans consentement. On a prélevé des fonds de tube au départ. En fait, c'est acceptable, mais il faut quand même le déclarer normalement. Mais bon, on a pris des petits fonds de tube de gaz du sang simplement pour étalonner, faire un petit modèle pharmacocinétique. Je vais vous montrer juste après. Ça a déjà été fait par d'autres équipes, y compris en pédiatrie, sur des toutes petites séries, mais ils n'ont pas pu nous partager leur modèle directement, donc on l'a mis en place. Et puis la dernière, j'avais parlé de ça parce que c'était au moment où on avait fini un peu notre modèle, et donc on s'est lancé finalement dans une étude bien menée de pharmacocinétique. On a obtenu un financement industriel et puis maintenant on va pouvoir débuter des inclusions. Rapidement, voilà un petit peu à quoi ça ressemble, à 5 patients avec ou sans ECMO. Je ne détaille pas, mais globalement, sur nos 6-8 premiers patients, on voit clairement que l'AUC, la concentration max, le temps de 2 millilitres, etc., tout est très raccourci sous ECMO, mais au moins très hautement variable. Voilà. Donc, notre objectif principal, c'est d'écrire la pharmacocinétique du lévosimendan et de ses métabolites en réanimation, en fait. C'est-à-dire qu'on est au club ECMO, mais on s'attend évidemment à avoir des patients sous ECMO dans cette population, mais on n'a pas fait de restriction aux patients sous ECMO nécessairement. Donc, ça pourra servir, du coup, de contrôle sans ECMO, mais aussi d'une description supplémentaire, puisqu'il n'y en a qu'une, du lévosimendan chez patients en défaillance multiviscérale. Aujourd'hui, on a la description du lévosimendan chez le volontaire sain, chez le cardiopathe avec une défaillance cardiaque isolée, mais on n'a rien sur la défaillance multiviscérale. Par exemple, les métabolites, pour ceux qui suivent ça un petit peu, pour faire du métabolite, il faut avoir par exemple une fonction intestinale adéquate, puisque ça se passe à ce niveau-là. Nous, je ne vous ai pas tout montré, mais on a les 3/4 de nos patients, là, ils ne sortent même pas de métabolite. Donc c'est des patients, après 48 heures, ils n'ont plus de lévosimendan. Donc ça va être de toute façon intéressante. Donc c'est quelque chose qu'on a prévu en multicentrique, parce que nous, on ne fait pas non plus du lévosimendan à la louche ou en dentifrice. Donc on sélectionne quand même nos indications, même si ce n'est pas nous qui payons. Mais ça a été un petit peu long aussi, puisque le projet a d'abord dû être soumis en RNI, puis renvoyé pour RI, recherche interventionnelle à risque et contrainte minime, puis finalement remis en recherche interventionnelle. Ça m'a fait quasiment rien changer dans les papiers, sauf qu'à chaque fois, ça prend 6 à 8 semaines de délai. Bon, donc ça m'a mis 6 mois dans la vue. Mais maintenant, c'est démarré. Alors les participants, en fait, je pense que j'avais envoyé un peu tout le monde. Beaucoup de gens m'ont répondu. Il y a simplement qu'à Necker avec Mehdi Wala et à Toulouse avec Lionel qu'on a eu le plus de contacts derrière. Alors là, j'ai essayé d'attraper un petit peu tout le monde, évidemment, pour reparler. C'est vrai que je n'ai pas fait encore pour l'instant beaucoup de vraiment bien organiser les choses, mais bon, voilà, je vais relancer un petit peu tous ceux que j'avais sollicités une première fois pour mettre en place notamment le circuit de l'échantillon sanguin et du laboratoire. Quelque chose d'assez contraignant, le modèle étant 13 points, dont 4 ou 5 les premières 24 heures. C'est-à-dire que si on fait du lévosimendan à 22 heures, il faut se lever 2 fois dans la nuit derrière pour aller faire la centrifugation. Et ça peut être les infirmières, mais il y a quand même des gros risques que les trucs soient perdus. Je préfère qu'il y ait un responsable. Voilà. Non, mais quand je dis infirmière, je suis con. Quand je dis infirmière, c'est que ça va partir avec... Parce que ce qui m'est arrivé dans la phase préliminaire, c'est que c'était hyper bordé, et puis des fois, j'apprenais que le tube était parti en pharmaco. Alors que les 8 autres prélèvements, on les a mis à la centrifugeuse qui est dans le service. Et du coup, ça, c'est les prélèvements que j'ai perdus, évidemment, quoi. Voilà, donc je vais rediffuser. Ce qu'il y a à faire d'urgence, c'est si vous n'avez pas de centrifugeuse dans le service, on contacte le laboratoire éventuellement ensemble et on organise un endroit où les échantillons vont être traités et conservés en congélation. Et après, moi, je m'occuperai on a le budget pour financer les transports d'échantillons vers Rouen. Et donc, il y a Jérémy Bélien et un thésard de pharmaco qui est également sur le projet. Voilà, les perspectives de ça, moi, l'application que je vois, et je vous sollicite pour ça, c'est éventuellement
On parlait de difficulté à avoir des grandes séries d'evidence-based sur ce genre de choses. Par contre, une petite niche qui est le lévosimendan autorise-t-il des délais d'ECMO un peu plus courts. Bon, ça pourrait être une petite niche, un petit truc qui nous intéresse, qui permettrait de faire quelque chose, éventuellement. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai peut-être oublié des gens dans les listes des villes. C'est quelqu'un d'une autre ville qui souhaite participer. La seule condition est de prescrire de temps en temps des lévosimendan. C'est tout. Hein. Il n'y a pas une question nécessairement d'ailleurs d'ECMO. Et puis, faut vouloir le faire. Il n'y a pas de budget, par contre, pour une ARC. Il faut que ce soit malheureusement, il y a une petite notion de bénévolat, quoi. Il y aura un petit quelque chose à la fin, il y aura un petit pot, une petite bouffe. L'année prochaine au Club ECMO, je paierai ma tournée et puis et c'est tout.